Bienvenue à World Affairs in Context. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui avec Alex Cranor, expert en matières premières, analyste de marché, chercheur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Alex est le fondateur de Cranor Analytics et D-System Trend Following. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages dont Maîtriser l'incertitude dans le trading des matières premières et La grande tromperie. Ces liens sont également dans la description. Alex, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'être avec vous, Lena. Je suis votre travail depuis des années, j'en suis même fan. Alors je suis vraiment ravi que vous m'ayez invité. Merci beaucoup pour vos mots gentils. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Comme je l'ai déjà dit, je suis aussi votre travail de près et je trouve toujours vos analyses à la fois précieuses et passionnantes. Alors, pour commencer, j'aimerais poser une question un peu plus générale, histoire de planter le décor. Il semble que, même si l'Iran avait offert à Trump une occasion de désamorcer la situation et de sauver la face, cette occasion a été en grande partie gâchée, puisque Trump a choisi de poursuivre le blocus du détroit d'Ormuz et a refusé de négocier avec l'Iran de manière sincère. Cette semaine, on est de retour sur l'échelle de l'escalade, avec un cessez-le-feu qui a peu de chances d'être prolongé. C'est ce qu'affirme l'administration Trump. Et de son côté, l'Iran annonce que le détroit restera bloqué après que les États-Unis ont frappé et saisi un navire iranien ce week-end. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, la guerre par procuration contre la Russie via l'Ukraine prend un tournant très dangereux. Les pays baltes semblent, d'une manière ou d'une autre, mener des attaques de drones directement sur le territoire russe. Alors, est-ce qu'on est déjà en train de vivre la Troisième Guerre mondiale, mais qu'on refuse simplement de l'appeler comme ça? Bon, d'accord. Alors d'abord, très bonne question. Mais la façon dont on appelle ce conflit, eh bien, on pourrait en débattre. L'un des analystes militaires que j'écoute souvent m'a dit quelque chose de très juste, enfin très concis. Il m'a dit c'est pas une guerre mondiale, c'est la première guerre totale à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire qu'elle ne se déroule pas seulement dans une région, sur un champ de bataille, dans un pays ou sur un continent. Elle touche pratiquement tout, le monde entier, presque tous les êtres humains sur Terre aujourd'hui. Et je pense que ce qui est important pour nous, pour moi en tout cas, c'est de garder en tête le contexte le plus large possible pour comprendre ce conflit. Et ce contexte, comme George Soros nous l'avait averti dans l'un de ses derniers discours à Davos, c'est qu'il s'agit d'un affrontement entre deux systèmes de gouvernance. Et là-dessus, je pense qu'il avait tout à fait raison. Et je pense que ce contexte nous montre que la guerre au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine sont deux champs de bataille différents d'une même guerre totale. Et cette guerre se joue entre deux puissances dans le monde. Elle se joue aussi entre les structures de pouvoir et les peuples, dans de nombreux pays, y compris et surtout dans les pays occidentaux. Donc, nous y sommes déjà. La guerre est un peu différente de ce qu'on nous a appris à l'école sur les guerres mondiales. Mais je pense qu'elle évolue probablement, vers le type de guerre qu'on voit dans les films, avec de grands champs de bataille et tout ce qui va avec. Pour l'instant, je crois que le seul endroit où c'est vraiment le cas, c'est l'Ukraine. Et d'une autre manière, c'est aussi le cas entre Israël et le Liban, entre Israël et Gaza. Mais cela n'a pas encore englouti le continent européen. Je pense que c'est là que la situation est différente. Mais les gens qui sont vraiment aux commandes, ceux qui détiennent le pouvoir dans les pays occidentaux, eux veulent absolument et désespérément faire monter la guerre d'un cran pour unir l'Occident.
En gros, appelons ça l'OTAN contre la Russie. Ils essaient d'ouvrir un second front parce qu'ils arrivent au bout du dernier soldat ukrainien, si je puis dire. Et donc, ils ont besoin d'un deuxième front dans leur conflit contre la Russie. On sait qu'ils ont tenté d'orchestrer une guerre en Bosnie-Herzégovine entre la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie, mais cette tentative a été désamorcée par l'administration Trump. Ensuite, ils ont essayé de faire la même chose en Géorgie, sans succès. Et il me semble qu'aujourd'hui, ils cherchent à provoquer une escalade dans les pays baltes pour créer ce second front, parce qu'ils ont une peur panique de voir la guerre en Ukraine s'essouffler. C'est vraiment tragique. Et oui, on a clairement l'impression que tout est en train de devenir incontrôlable. Quand on parle de guerre mondiale, évidemment, les économies mondiales rendent possible les actions militaires, non? L'énergie est donc devenue un élément central de la géopolitique aujourd'hui. À quel point le contrôle des flux énergétiques, surtout à travers le détroit d'Ormuz, est-il essentiel pour les objectifs stratégiques plus larges de cette guerre en Iran? Je précise cela parce que je sais qu'il se passe plusieurs choses en même temps. Oui, je pense que c'est absolument essentiel parce que l'énergie, c'est vraiment le sang vital de l'économie. Et pas seulement pour les transports ou la production d'électricité, mais aussi pour l'agriculture, pour toutes sortes d'industries. Vous savez, on tient énormément de choses pour acquises. L'énergie a toujours été stratégique, au cœur de tout, depuis des générations, depuis très très longtemps. Simplement, on ne s'en rendait plus compte. On la prenait pour acquise, parce que tout fonctionnait, disons, presque sans accroc dans le système mis en place par les financiers occidentaux et leurs entreprises clientes, les fameuses sept sœurs. Et ce système remonte au tout début du XXe siècle, surtout en ce qui concerne le Moyen-Orient. C'est à ce moment-là que les Britanniques ont compris que le contrôle du pétrole était absolument crucial, stratégique pour leur empire, qui déjà à l'époque commençait à s'éteindre. Mais ils avaient compris l'avantage du pétrole par rapport à d'autres formes d'énergie, comme le charbon, qu'ils utilisaient à l'époque pour alimenter leur marine. Et ils savaient que le Moyen-Orient était l'une des régions les plus riches du monde en ressources énergétiques. Alors ils étaient déterminés à contrôler cette zone. C'est pour ça qu'ils ont même créé l'État d'Israël. Et cela remonte non pas à 1948, mais bien avant. Ensuite, en 1916, il y a eu l'accord Sykes-Picot, qui a tracé des frontières arbitraires, créant des pays tout aussi arbitraires au Moyen-Orient, puis l'État d'Israël, dont la base juridique supposée était la déclaration Balfour, que j'aime appeler le mémo Balfour, parce que c'est exactement ce que c'était. Si ça se faisait aujourd'hui, ce serait peut-être une vraie publication sur les réseaux sociaux ou quelque chose du genre. À l'époque, c'était en fait une lettre d'un ministre britannique des Affaires étrangères adressée à Lord Walter Rothschild. On est en 1917. Et on a aussi des témoignages de la même période, venant du célèbre groupe de la Table Ronde d'Alfred Milner. Il disait que si la Grande-Bretagne voulait rester un empire maritime, il serait essentiel d'implanter dans cette région, c'est-à-dire l'est de la Méditerranée, ce qu'ils appelaient, je cite, un peuple particulièrement patriote. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas, disons, un geste généreux pour créer une patrie au peuple juif qui avait tant souffert. To be their cat's paw in the region and to keep the region perpetually destabilized so that their corporations could dominate the region, and then their corporations would fund that development with their banking establishment, with their banking cartel, which then magically turns the resource wealth of that region
into balance sheet entries of celles qu'on dit trop grandes pour faire faillite. Et je pense que c'est là le cœur même de la motivation derrière cette guerre, mais aussi derrière la guerre en Ukraine et la guerre contre la Russie. En fin de compte, on sait bien que l'objectif ultime, c'est d'imposer une hégémonie sur l'ensemble du continent eurasiatique. La guerre en Iran semble marquer un tournant dans les marchés mondiaux de l'énergie. Jusqu'à présent, la production mondiale d'énergie était concentrée dans le Golfe. Les flux d'investissement aussi d'ailleurs. Et ils étaient étroitement liés à l'économie américaine, puisque les États du Golfe achètent des actifs libellés en dollars. Ce système a très bien fonctionné pendant plusieurs décennies. Mais peut-on dire qu'après la fin de la guerre en Iran, espérons qu'elle se termine bientôt, on verra émerger une nouvelle économie mondiale? Et si c'est le cas, à quoi ressemblera-t-elle? Sur le plan des marchés de l'énergie, sur celui du commerce des devises, sera-t-elle dominée par le yuan ou par le dollar? Quel sera, selon vous, ce nouveau paradigme? Eh bien, Lena, je m'attends à ce que le nouveau paradigme ressemble davantage à ce qu'on appelle le système américain d'économie politique. Tu sais, un modèle de développement largement réparti, financé par les banques locales, par les petites et moyennes entreprises. On a vu un système comme celui-là apparaître et prospérer à plusieurs reprises dans l'histoire des États-Unis, sous Alexander Hamilton et certains présidents qui ont suivi. On l'a vu émerger en Allemagne à partir des années 1870, avec un succès spectaculaire, puis de nouveau après la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu aussi au Japon, en Chine, en Corée du Sud et en Russie. Et ce modèle, lui, génère de la prospérité de façon fiable. Il élève le niveau de vie, crée une grande quantité de richesses que les gens, espérons-le, consacrent ensuite, vous savez, aux arts, aux sciences, à l'amélioration de la qualité de vie, à plus de liberté, en somme, à tout ce qu'on souhaiterait que nos enfants puissent connaître dans l'avenir. Alors que le système britannique de libre-échange, et souvenez-vous, c'est la base économique des deux modèles dont je parlais tout à l'heure, eh bien, toute la guerre totale dans le monde, c'est en réalité un affrontement entre deux systèmes de gouvernance. L'autre système, c'est celui du libre-échange britannique. Et je pense que ce système devrait s'appeler le système britannique de la course vers le bas. Parce que le système britannique de libre-échange, en fait, supprime toutes les barrières à la circulation du capital dans le monde. Ce qui veut dire que le capital cherche toujours les meilleures opportunités pour obtenir le rendement le plus élevé possible. Et ensuite, les nations se mettent à rivaliser pour attirer ce capital, en baissant le coût de tout. Le coût du travail, par exemple. Elles suppriment les protections environnementales, les normes de sécurité, tout, juste pour que, quand les entreprises arrivent, les charges soient au minimum absolu. Les gens sont traités comme une main-d'œuvre jetable, presque comme des esclaves. Et puis les autres pays, pour rester compétitifs, sont obligés d'abaisser encore plus leurs propres standards. Le résultat, c'est la pauvreté, la misère, la destruction de l'environnement, et en gros, des guerres sans fin. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que la guerre en Iran ne change peut-être pas le paradigme, mais qu'elle agit comme un catalyseur. Elle accélère le développement vers ce modèle multipolaire fondé sur le système américain d'économie politique et vers un abandon plus rapide du système britannique de libre-échange. L'administration Trump est même allée jusqu'à le dire clairement en janvier de cette année à Davos. Trump y avait amené sa délégation et des gens comme Howard Lutnick, Scott Bessent ou encore le secrétaire au commerce, Jameson Greer,
ont déclaré sans détour aux participants de Davos, autrement dit à tout le gratin du libre-échange mondial, que le système était brisé, que la mondialisation avait échoué et qu'ils allaient dans une autre direction. Et Jameson Greer, dans une présentation, a même cité explicitement Alexander Hamilton, le système américain, Abraham Lincoln et d'autres encore. C'était pratiquement une déclaration de guerre contre les mondialistes. Ensuite, tout s'est un peu déraillé avec... Enfin, vous savez, l'administration Trump s'est elle-même embourbée avec la guerre en Iran. Mais je pense que le message et l'idée n'ont pas été oubliés. Ils n'ont pas été abandonnés. Je crois que cette idée garde encore l'élan pour devenir dominante. Elle dépasse, elle transcende la fausse dichotomie gauche-droite, vous savez, libéraux contre conservateurs. Et je pense que beaucoup, vraiment beaucoup de gens ont compris ça maintenant. C'est une de ces choses que, une fois qu'on les a vues, on ne peut plus faire semblant de ne pas les voir. Et là, on comprend que toute cette opposition entre la gauche et la droite, entre socialistes et capitalistes, en réalité, c'est inutile, ça n'a plus de sens, ça ne change rien. Je pense donc que le moment qu'on vit aujourd'hui accélère peut-être ces évolutions. Je ne crois pas forcément que le yuan deviendra la monnaie dominante dans le monde, mais il fera partie des grandes monnaies mondiales. Et je pense que le dollar, sous une forme ou une autre, parce qu'il ne survivra pas tel qu'il est aujourd'hui, la monnaie américaine restera, elle aussi, l'une des principales devises. Je pense donc que les gens feront leurs affaires dans la monnaie de leur choix, ou plutôt dans la monnaie que les circonstances leur imposeront. Si je suis en Europe, j'utilise l'euro. Mais si je veux commercer avec la Russie, on réglera sans doute ces échanges en euros et en roubles. Si je commerce avec la Chine, ce sera probablement en yuan. Avec les États-Unis et peut-être l'ensemble de l'hémisphère occidental, ce sera le dollar américain ou la monnaie qui le remplacera, et ainsi de suite. Donc, à mon avis, il y aura plusieurs devises, mais il n'y en aura sans doute pas une seule, absolument dominante, que tout le monde devra détenir pour pouvoir participer au système commercial mondial. Absolument. J'aime beaucoup que vous ayez mentionné l'impact de la mondialisation sur les économies émergentes et le fait que ce système américain d'économie politique crée en réalité un cycle de pauvreté continue, de risques pour la santé et de mauvaises conditions de vie pour des millions de travailleurs dans ces pays. J'ai lu un livre vraiment intéressant il y a quelque temps, ça doit faire plus d'1 an. Le livre s'appelle « La décroissance ». L'idée, c'est que, même si l'économie américaine a énormément profité de la délocalisation du travail peu qualifié vers les économies émergentes, elle a aussi mis en place un système où elle récupère pratiquement tous les gains. Elle garde les bénéfices et les ressources, tandis que des pays comme l'Indonésie, le Cambodge et d'autres encore, où une grande partie des vêtements, par exemple, sont fabriqués, doivent, eux, faire face à la pollution. Ils doivent faire face à de mauvaises conditions de travail et à de nombreux risques pour la santé à cause de ces usines et de ces sites de production qui s'installent là-bas. Ce n'est pas conforme aux normes occidentales, mais à des standards plus bas, propres à ces pays qui, d'un côté, veulent accueillir les entreprises occidentales et doivent donc abaisser leurs exigences ou renoncer à en appliquer de meilleures. Mais de l'autre côté, ils en subissent aussi les conséquences, parce que, vous savez, le coût du travail est très bas. Ils doivent donc s'adapter aux investisseurs et aux entreprises occidentales, essayer de les attirer, tout en supportant tous les coûts humains liés à ce type de modèle économique. C'est pour ça que je trouve vraiment intéressant et même très pertinent que vous ayez évoqué cet aspect du modèle américain et plus largement du modèle économique occidental.
Okay, yes, but allow me, I may have misspoken. D'accord, oui, mais laissez-moi préciser. J'ai peut-être mal parlé parce que je voulais simplement clarifier. Quand j'ai dit système américain, je voulais dire que, eh bien, c'est un peu dommage qu'on l'appelle comme ça. La raison pour laquelle on parle de système américain, c'est parce qu'il a été, autant qu'on le sache, initié par Alexander Hamilton aux États-Unis. Le système que vous décrivez, ou les formes que prend ce système, c'est en fait le système du libre-échange que les États-Unis ont adopté depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, c'est une influence américaine dans le monde d'aujourd'hui, mais elle vient du système du libre-échange. Le système américain, c'est celui que, disons, Alexander Hamilton a été le premier à mettre en place. Je dis ça parce que, à ma connaissance, personne n'avait vraiment défendu ce modèle avant lui. Ensuite, il a été décrit dans un livre intitulé « L'harmonie des intérêts ». Je crois qu'il a été publié en 1861 par Henry Carey. Mais en gros, ce système qu'on appelle donc le système américain, ou parfois le système national d'économie politique. Et d'ailleurs, c'est peut-être un meilleur nom, parce qu'il peut s'appliquer à n'importe quel pays. C'est un modèle où l'on crée un marché intérieur protégé pour permettre aux fabricants nationaux, aux petites et moyennes entreprises, de prospérer. Et puis, ils commencent à créer de la richesse, ils commencent à créer de l'emploi, et cet argent est ensuite investi pour moderniser les infrastructures du pays, et ainsi de suite, il est réinvesti dans l'éducation. Et là, on a une dynamique de développement interne qui se diffuse dans toute la société. Vous voyez, tout le monde en profite. C'est comme une marée qui soulève tous les bateaux. Le système de libre-échange, celui du commerce ouvert, qui vient à l'origine de l'Empire britannique, mais qui a été complètement adopté par les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est celui que vous décrivez, où chaque nation doit littéralement s'appauvrir jusqu'à l'os pour attirer les capitaux étrangers. C'est donc ce système-là qu'il faut dépasser, parce qu'il ne profite qu'à ceux qui possèdent et contrôlent le capital financier, ainsi qu'à leurs serviteurs, disons, les grandes entreprises qui les servent. Je voulais simplement préciser cela, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais l'expression système américain brouille un peu les choses. Le mot américain renvoie à quelque chose qui remonte à l'époque d'Hamilton, d'Abraham Lincoln, et ainsi de suite. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde entier a en réalité adopté le système britannique du libre-échange. Ce système a complètement façonné l'enseignement de l'économie, au point qu'aujourd'hui, beaucoup de gens défendent le libre-échange alors qu'ils ne devraient pas. Mais cet état d'esprit est tellement ancré qu'on a fini par croire que c'est le meilleur système possible. Et, vous savez, l'école de Chicago et toute la justification du libre-échange ont été développées à un tel point que si on n'y regarde pas de près, ça peut paraître très très convaincant. Sauf que, quand on observe ce que le système fait réellement, on voit bien que c'est tout autre chose que ce qu'on essaie de nous vendre. Bref, c'est ce système-là qu'il faut dépasser. Et je pense qu'on y arrivera, parce que la prise de conscience, même chez beaucoup de gens ordinaires, est maintenant telle que, selon moi, le génie ne rentrera plus dans la bouteille. Absolument. Alex, je sais que tu suis de très près les marchés des matières premières et que tu es un expert. Cette semaine, quand tu regardes les prix de l'énergie, quand tu regardes le prix du pétrole brut, est-ce que tu penses que les prix actuels reflètent vraiment le risque d'approvisionnement ou est-ce qu'ils sous-estiment encore l'escalade géopolitique? Jusqu'où le prix du baril peut-il encore monter? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se produise, sachant que le détroit d'Ormuz est à nouveau bloqué, après que les États-Unis ont frappé et saisi un pétrolier iranien?
et qu'il ne semble pas y avoir de réelle volonté politique de négocier sincèrement avec l'Iran. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui sur les marchés pétroliers et sur les prix du pétrole? D'accord, je vais résumer rapidement ce que je comprends de la situation sur le terrain. La guerre contre l'Iran a provoqué la plus grande perturbation du marché pétrolier de toute l'histoire du pétrole. En gros, entre 8 et 12% de l'approvisionnement mondial en pétrole ont disparu du marché. Mais si les hostilités entre l'Iran et les États-Unis reprennent et s'intensifient à nouveau, on pourrait assister à des perturbations bien plus graves. Trump a menacé de bombarder l'Iran jusqu'à l'âge de pierre, là où, selon lui, ce pays devrait être. Et il veut détruire toute l'infrastructure énergétique iranienne. La riposte de l'Iran, c'est de dire « Si vous faites ça, nous détruirons l'infrastructure énergétique de toute la région. » C'est-à-dire, vous voyez, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn et peut-être même l'Azerbaïdjan. Et donc, si cela se produit, ça retirerait environ 32% de l'offre mondiale de pétrole des marchés. Ce serait à peu près 3 fois pire que la plus grande perturbation du marché pétrolier jamais enregistrée. Et maintenant, oui, je dois aussi mentionner cette série très étrange de coïncidences. Des infrastructures énergétiques qui prennent feu un peu partout dans le monde, soudainement. Des raffineries sont incendiées. Les Ukrainiens frappent des installations pétrolières russes avec des drones. Les États-Unis saisissent des pétroliers. L'Estonie aussi. On dirait qu'il y a beaucoup d'attaques coordonnées contre les marchés de l'énergie. Donc ça pourrait être encore pire qu'une simple guerre en Iran. Mais jusqu'à présent, les marchés pétroliers ont... Bon, revenons un peu en arrière, en octobre. À ce moment-là, les prix tournaient autour de $60 le baril, peut-être un peu moins, et aujourd'hui on est plutôt autour de $100. Je parle du Brent, même si ce n'est sans doute plus vraiment une bonne référence, mais les prix du pétrole restent très élevés. Je ne pense pas que ce soit fini, parce que, si on se souvient de 2022, le Brent avait atteint $120 le baril, et c'était sans la grande perturbation qu'on connaît aujourd'hui, et qui pourrait encore s'aggraver. Et si on remonte jusqu'en 2008, on avait atteint $140 le baril. Donc les prix actuels, même s'ils sont élevés par rapport aux derniers mois, ne le sont pas tant que ça en valeur absolue, et ils pourraient monter bien plus haut. Je me souviens qu'en 2022, JP Morgan prédisait qu'un baril de pétrole atteindrait $380. Et je me rappelle aussi avoir lu un rapport du ministère britannique de la Défense, publié en 2012, qui, dans les grandes lignes, annonçait déjà certains des événements qu'on voit aujourd'hui. Il prévoyait même que le prix du pétrole monterait jusqu'à $500 le baril. Mais d'après mon expérience sur les marchés des matières premières, ces marchés mettent beaucoup de temps à s'adapter aux nouvelles réalités. Parce que tout ce que je suis de près, la saisie par les États-Unis d'un pétrolier iranien, des Estoniens montant à bord d'un navire russe, la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, la fermeture du détroit d'Ormuz, ou encore la possible fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, tout cela montre à quel point les ajustements sont lents. Tous ces événements vont forcément avoir un impact sur le marché, d'une manière ou d'une autre. Mais les acteurs du marché ne se font pas tous une opinion en même temps, ni ne tirent les mêmes conclusions. Le marché fonctionne plutôt comme une sorte de masse inerte. Ensuite, les prix se réajustent, mais ce réajustement s'étale sur une longue période. Ça peut durer quelques mois ou même 1 an, 2 ans, parfois 3. Pour vous donner un exemple concret, il y a environ 3 ans,
une once d'or se négociait autour de $2 000. Aujourd'hui, elle est proche de 2500. Si on regarde cette évolution, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est devenu une tendance qui, une fois lancée, est montée petit à petit, encore et encore. Et cette hausse de 2000 à 2500 dollars a pris un peu plus de 2 ans. C'est à peu près comme ça que cette masse se déplace en général. That's basically how the blob moves in general, So what we saw so far, I think was Ce qu'on a vu jusqu'à présent, je dirais, c'est un choc que les marchés pétroliers ont bien ressenti. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et je pense que tant que les États-Unis et l'Iran ne désamorcent pas rapidement ce conflit, on risque de voir les prix du pétrole grimper beaucoup, beaucoup plus haut. Je ne me risquerai pas à prédire un chiffre, mais ça pourrait aller jusqu'à 200, peut-être jusqu'aux 380 évoqués par JP Morgan, ou même jusqu'aux 500 du ministère britannique de la Défense. Qui sait? On verra bien. Depuis, disons, 10 à 15 ans, on a vu de nombreux marchés suivre ce qu'ils appellent une courbe en forme de crosse de hockey. Ça monte lentement, puis ça s'accélère presque à la verticale. On vient de le voir avec l'or et l'argent. Mais auparavant, on a observé le même phénomène avec d'autres types d'actifs, comme le Bitcoin ou encore Nvidia, Tesla, le cobalt et The Ray du Merrill Nordic. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il me semble que, pendant toutes ces décennies d'assouplissement quantitatif, les marchés ont été inondés de liquidités, environ 220 000 milliards de dollars qui circulent dans le système bancaire parallèle. Les banques de l'ombre, ce sont des institutions financières qui disposent d'un énorme capital d'investissement, donc d'actifs très liquides, facilement investissables. Mais contrairement aux banques, elles ne peuvent pas créer de prêts. Elles ne peuvent pas créer de monnaie. Pourtant, elles ont beaucoup d'actifs à placer. Et dès qu'un marché commence à s'envoler, on voit arriver toute une série de gestionnaires de fonds, des fonds spéculatifs, des fonds de pension, des fondations, des compagnies d'assurance et de réassurance, et ainsi de suite. Ils se disent, bon, peut-être qu'on devrait mettre un peu plus dans l'or ou dans l'argent ou dans Tesla ou dans le Bitcoin. Et avec environ 220 000 milliards de dollars disponibles, même si un tout petit pourcentage de ces gestionnaires commence à prendre ce genre de décision, ça exerce une énorme pression à la hausse sur le marché. Et ça pourrait aussi arriver au marché de l'énergie, ça pourrait toucher le pétrole, le gaz naturel, et ainsi de suite. Et si ça se produit, alors là, impossible de prévoir jusqu'où le prix du pétrole pourrait aller. Une fois que ça part à la verticale, ça peut atteindre n'importe quel niveau. Bien sûr, et tout dépend aussi du niveau d'escalade, j'en suis certain, parce que dans le pire des cas, si, disons, un Israël doté de l'arme nucléaire décidait de faire quelque chose de totalement irrationnel, alors évidemment, on ne peut pas savoir à quel point la situation pourrait devenir grave, notamment pour les marchés de l'énergie et la circulation de l'énergie. Donc c'est tout à fait compréhensible. Une des questions que je vois très souvent dans les commentaires, c'est celle-ci, et elle concerne les marchés. Bien sûr, les marchés, surtout les marchés actions, ont été très volatiles, non? Mais dans l'ensemble, ils semblent plutôt calmes. Ils atteignent même de nouveaux sommets. Alors, qu'est-ce qu'ils ne voient pas, Alex? Explique-nous. Bon, je pense que ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que moi-même j'ai mis toute ma vie à comprendre. Il m'a fallu pratiquement toute une vie pour le réaliser. C'est quelque chose de très simple, mais qu'on nous cache systématiquement. En réalité, la force qui a de loin le plus grand impact sur les prix des actions, c'est l'inflation monétaire des banques centrales. Autrement dit, quand les banques centrales injectent toujours plus d'argent dans les marchés, ce qu'on appelle aujourd'hui l'assouplissement quantitatif. Et c'est un fait empirique, démontré à maintes reprises, que les gens tout en haut de la pyramide financière comprennent parfaitement.
Mais eux, ils ne veulent pas que nous, on le comprenne. Tant que la Réserve fédérale ou n'importe quelle autre banque continue d'inonder les marchés de liquidités, la plupart de ces liquidités vont naturellement se diriger vers les marchés actions. Mais si elles commencent à resserrer leur politique monétaire, les marchés vont commencer à décrocher. On est à la veille d'une troisième guerre mondiale, si on choisit de l'appeler comme ça. On fait face à une énorme crise énergétique. Il y a toutes sortes de choses qui tournent mal. Et en plus, on est probablement en plein dans une bulle technologique, avec l'intelligence artificielle et tout ce qui l'accompagne. Alors, on pourrait penser qu'à un moment donné, les marchés finiraient par corriger un peu. Mais non, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que les banques centrales occidentales sont désormais obligées de continuer à inonder les marchés de liquidités. Et la raison, c'est qu'il y a tout simplement trop de mauvaises dettes dans le secteur bancaire. Et beaucoup de ces dettes ne seront jamais remboursées. Et ça pourrait provoquer des faillites bancaires. Et si les banques commencent à faire faillite, on pourrait se retrouver avec un effondrement financier comme en 2008, sauf que, cette fois, ce serait bien pire, parce que tout a été beaucoup plus gonflé qu'à l'époque. Alors pour éviter ça, les banquiers ont en quelque sorte organisé un coup de force. Ils ont pris le contrôle total du système financier. À l'époque, Hank Paulson devait aller devant le Congrès et supplier pour obtenir un plan de sauvetage de 700 milliards de dollars pour le système bancaire. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de faire ça. Tous les leviers du pouvoir sont entre leurs mains et ils peuvent créer toute la liquidité dont ils ont besoin. C'est exactement pour ça que le monde socialiste, vous savez, le monde de l'autre côté du rideau de fer, n'a pas vraiment connu beaucoup de faillites bancaires. Parce que tout le système, en fait, si des dettes devenaient mauvaises, elles étaient couvertes par la Banque centrale. Personne ne faisait faillite. Personne ne perdait son emploi. La Banque centrale imprimait simplement tout l'argent nécessaire pour couvrir les dettes, et le système continuait. Sauf que le résultat prévisible d'un tel système, c'est qu'en créant autant de liquidités, on finit par diluer le pouvoir d'achat de la monnaie. Et ce qu'on obtient, c'est une inflation galopante. Et ensuite, on assiste à un effondrement similaire à celui de l'Union soviétique ou de Weimar. La République de Weimar, en 1922, ça veut dire que la monnaie s'effondre. Les marchés boursiers s'envolent, parce que, vous savez, quand les gens reçoivent de l'argent, ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible. La plupart choisissent donc de l'échanger contre des actifs réels, comme des entreprises ou des sociétés. L'argent afflue alors vers les marchés actions, mais les obligations s'écroulent et les taux d'intérêt montent. C'est prévisible, parce qu'on l'a vu tellement de fois. Pas forcément dans les grandes économies occidentales, mais dans des pays comme le Venezuela, l'Argentine ou le Zimbabwe, où la monnaie s'est effondrée et les marchés boursiers se sont envolés. Ce n'est pas parce que l'économie se porte à merveille. C'est simplement parce que le système fonctionne comme ça. Et c'est justement ce que les investisseurs ne voient pas. C'est pour ça que les marchés boursiers vont continuer à monter, pas forcément de façon linéaire. Il y aura des corrections, donc ce n'est pas une situation où ils peuvent tout risquer et utiliser un effet de levier maximal. Mais je pense que parier sur un effondrement de la bourse, ou même vendre à découvert, parce qu'on se dit, bien sûr que ça va s'effondrer, c'est un pari très risqué. Parce que selon moi, les prix nominaux des actions vont continuer à grimper. Quand on regarde le marché des matières premières au-delà du pétrole, quelles sont les autres catégories les plus exposées au conflit avec l'Iran?
Par exemple, les engrais, les métaux ou les produits liés à l'alimentation. Et selon vous, où se trouvent aujourd'hui les signaux d'alerte les plus préoccupants? Eh bien, c'est très difficile à dire. Vous savez, si on voulait faire une prévision, les produits agricoles vont évidemment réagir. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup d'impact. Les prix du blé, du maïs, du soja et de l'avoine ont bien augmenté, ils ont progressé ces 2 derniers mois, mais pas de façon spectaculaire. Je pense qu'il faudra encore quelques mois avant qu'on commence à voir des pénuries, peut-être des rendements plus faibles pour toutes ces cultures. Et c'est à ce moment-là que le marché va enregistrer ça et se dire « Ah, la situation est sérieuse », et alors le mouvement suivra. Mais pour l'instant, je ne vois pas grand-chose de ce côté-là. Les métaux, eux, réagissent, et je pense qu'ils vont continuer à le faire. Vous savez, l'Europe dépense des centaines de millions, voire des centaines de milliards de dollars dans le réarmement, et ça va forcément demander beaucoup d'acier, de cuivre et d'autres métaux. Le marché, lui, ne le reflète pas forcément tout de suite, mais il finira par le faire, avec un certain décalage. Et encore une fois, en plus de l'énergie, on parle aussi des matières premières agricoles et des métaux. Je ne sais pas. Les engrais artificiels devraient évidemment faire partie de cette dynamique, mais je ne suis pas sûr qu'il existe un contrat négociable pour ça. Peut-être que oui, mais ce serait sans doute un marché de niche, avec peu de liquidité. Donc je ne sais pas vraiment dans quelle mesure c'est, un indicateur représentatif de ce marché. Cela fait longtemps qu'on parle de cette transition vers un monde plus multipolaire, vers une structure mondiale multipolaire. Et je pense qu'on le voit clairement aujourd'hui. Mais une véritable transition, évidemment, demande beaucoup d'investissement, de temps et aussi un alignement politique entre des acteurs qui sont très différents les uns des autres sur les plans politiques, économiques, social et culturel. Donc oui, c'est un effort immense à fournir. Peu importe à quel point on souhaite vraiment que cela se produise, à quel point on veut voir émerger une structure mondiale plus juste et plus équilibrée. Ça prend du temps, et puis certains disent que les BRICS, ça ne marche pas, que ça n'avance pas, mais en réalité, on voit bien qu'ils progressent de manière assez constante. Ce processus avance peut-être lentement, mais il progresse. Il travaille à mettre en place des systèmes d'échange alternatifs, à créer un cadre monétaire multipolaire et à développer différentes solutions technologiques pour que tout cela devienne concret. Et pendant ce temps, les États-Unis multiplient les sanctions dans tous les sens. Je crois que Blinken vient même d'annoncer qu'ils allaient sanctionner des banques chinoises parce qu'elles hébergent des comptes liés au corps des gardiens de la révolution iranienne. Donc, clairement, les États-Unis ne semblent pas prêts à renoncer à leur pouvoir de sanctionner les États qui ne s'alignent pas sur eux. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'on assiste à la montée d'un système financier parallèle et d'un système de matières premières parallèles qui échapperait déjà au contrôle occidental, ou bien on n'en est pas encore là? Non, je pense que c'est en train d'émerger. Je pense que le système est en train de se mettre en place. Et je crois que ça se prépare depuis très longtemps. Parce que selon moi, les dirigeants en Russie et en Chine, et peut-être aussi ailleurs, ont compris qu'ils se retrouvent dans une position, subordonnée s'ils participent au système commercial défini par l'Occident. Et je me souviens qu'il y a quelques années, je crois que c'était peut-être en 22 ou 23, peut-être même en 2021, il y a eu un sommet des pays africains à Moscou, ou peut-être à Saint-Pétersbourg. À ce moment-là, on a beaucoup parlé de faire des affaires en monnaie locale, c'est-à-dire en devise nationale. Et on a aussi beaucoup évoqué le fait que la Russie et la Chine
travaillaient sur des monnaies commerciales alternatives qu'elles pourraient utiliser. Et je sais que des diplomates russes ont pris contact avec des gouvernements africains. Ils leur ont dit que, eh bien, si vous abandonnez le système du dollar et que vous, adoptez notre système, alors nous ne vous pénaliserons pas si vous nationalisez vos ressources, vos industries, vos richesses naturelles. Et nous ne vous pénaliserons pas non plus si vous cessez de rembourser vos dettes envers les institutions financières occidentales. Donc vous voyez, c'était une sorte de carotte très importante qu'on a mise sous le nez de ces dirigeants africains. Mais ils ne peuvent pas l'accepter comme ça, à la légère. Parce que pour une raison que je ne comprends pas vraiment, pratiquement tous les gouvernements du Sud global ont une peur bleue du FMI. Ils n'osent pas le défier, ni lui dire « Écoutez, vos conditions ne sont pas justes, alors au revoir, partez ». Vous savez, on voit des gens comme Traoré faire ça. Mais vous savez, ce sont des choses vraiment graves. Pour vous donner un exemple, en 2015, je crois, ou peut-être en 2014, le gouvernement Ansar Allah au Yémen a refusé un plan de sauvetage du FMI. Et peu de temps après, la guerre contre le Yémen a commencé. L'Arabie saoudite servait de relais, mais ce n'était pas sa guerre. C'était une guerre occidentale, en grande partie britannique, mais aussi américaine, contre le Yémen, pour éliminer un gouvernement qui avait osé dire non au FMI. Et puis à peu près à la même période, il y a aussi eu un renversement du gouvernement en Bolivie. J'ai oublié le nom du président. C'est un nom très connu, mais ça ne me revient pas. It's a household name, but I can't come up with it. But he was overthrown in a coup. Mais il a été renversé par un coup d'État après que son gouvernement a refusé un plan de sauvetage du FMI. Donc, vous voyez, peu importe comment ça fonctionne, ce n'est visiblement pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain, comme si on annulait son abonnement à Netflix ou quelque chose du genre. Mais ça va quand même arriver parce que le système occidental a été très injuste envers le Sud global. Il a maintenu ces pays dans la pauvreté volontairement, par conception. Si on regarde quels pays ont réellement prospéré en suivant les ajustements structurels du FMI et leurs mesures de développement économique, la réponse, c'est zéro. L'un des pays qui a suivi cette voie, c'est l'Ukraine. Et elle a eu la pire performance économique de tous les pays du monde entre son indépendance et 2014. Son indépendance date de 1991. Pendant presque 25 ans, elle a été le pays le plus performant. They were far and away the worst performing country in the whole world. So that system cannot stay. That system is Ce système ne peut pas durer. Il n'est pas viable. La raison pour laquelle on maintient délibérément certains pays dans la pauvreté, c'est qu'on ne veut pas que leurs économies locales fassent concurrence aux grandes entreprises et aux institutions financières occidentales dans l'exploitation de leurs ressources. Parce que vous voyez, si le Burkina Faso commence à développer ses propres ressources et ses propres industries, il pourrait bien utiliser sa production pour son propre développement économique. Et là, les entreprises occidentales devraient rivaliser avec l'économie locale du Burkina Faso pour accéder à ces ressources. Elles devraient faire des offres, payer pour ces produits, et au final, elles devraient payer des prix plus élevés. They're going to have to pay higher prices. But if the economy is completely devastated, mais si l'économie est complètement dévastée et qu'elle n'utilise aucune de ses ressources, eh bien dans ce cas, on peut leur acheter pour presque rien. Surtout si on a, disons, un pistolet sur la tempe du président ou de gros comptes bancaires à leur nom quelque part. C'est comme ça que, vous savez, le Niger vendait de l'uranium, du minerai d'uranium jaune, à la France pour $1 le kilo, alors que le prix du marché tournait entre 100 et 200 $ le kilo. Eh bien, si vous construisez votre propre centrale nucléaire et que vous commencez à utiliser votre propre uranium, là forcément, ça devient de la concurrence pour les acheteurs français. C'est pour ça que nous, en Occident, on aime bien que nos colonies restent pauvres,
misérablement pauvres, pour qu'elles ne viennent pas interférer avec notre petit commerce d'extraction de leurs ressources. Et en prime, ça fournit de l'emploi à leur population, ce souvent à des niveaux proches de l'esclavage. Alex, peut-être une dernière question pour aujourd'hui. Dans le contexte du conflit en Iran, voyez-vous une voie réaliste vers une désescalade ou bien faut-il s'attendre à une confrontation de long terme avec un impact important sur les marchés de l'énergie? Malheureusement, Lena, je vois une confrontation à long terme, avec un impact important sur les marchés de l'énergie. Parce que tu sais, encore une fois, on revient à cette idée d'un affrontement entre deux systèmes de gouvernance. Le système occidental, impérialiste et néocolonialiste, a besoin d'un accès toujours plus large et toujours renouvelé aux garanties, aux ressources. Et l'Iran fait partie des 5 pays les plus riches au monde en ressources naturelles, avec une valeur estimée à près de 30 000 milliards de dollars. Donc, prendre le contrôle de l'Iran, c'est un objectif, une ambition que les financiers occidentaux nourrissent depuis très très longtemps. En fait, si on remonte à quand déjà 2006, je crois. On avait cette vidéo du général Wesley Clark qui parlait de 7 pays à renverser en 5 ans. Et à l'époque, quand il a entendu ça, c'était en 2001. Ce qui veut dire que, en théorie, l'Iran devait connaître un changement de régime en 2006, non? Ils n'ont jamais abandonné. 20 ans plus tard, nous y voilà. Ils se battent pour prendre le contrôle de l'Iran. Et si ça échoue, leur plan c'est de balkaniser l'Iran, de le diviser en plusieurs petites entités qu'ils pourraient dominer pour en faire en quelque sorte des rivaux affaiblis, presque des colonies. Ils ont exactement la même ambition pour la Russie. Ils ont provoqué la Russie dans la guerre en Ukraine parce qu'ils veulent la fragmenter, changer son régime et la transformer en une collection balkanisée de petits États clients plus faibles qui seraient à nouveau des colonies du capital financier occidental. Et ils n'abandonneront pas cette idée, pas avant que le système de gouvernance occidental, et je ne parle pas ici des gouvernements légitimes élus démocratiquement, ce que je veux dire, c'est la couche du dessus, celle qui se trouve au-dessus des gouvernements élus, autrement dit, le cartel bancaire international. Tant que ce système ne sera pas réformé, voire complètement démantelé, il continuera à manœuvrer pour faire tomber l'Iran, pour faire tomber la Russie, pour faire tomber la Chine, et pour dominer, parce que c'est dans sa nature. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est apparu ces dernières années. C'est quelque chose qui dure depuis très très longtemps, depuis plusieurs siècles. Donc je pense que cette guerre totale à l'échelle mondiale va continuer jusqu'à ce qu'un camp soit complètement vaincu. Et la bonne nouvelle pour tous les autres habitants de cette planète, c'est que je crois que ce sera le camp occidental qui sera vaincu. Et ce sera une bonne nouvelle non seulement pour l'Iran, la Chine, la Russie, la Biélorussie et d'autres encore. Ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde parce que nous sommes tous exploités, manipulés, trompés, abusés par ce système aussi. Et je pense que c'est ce système qui nous a menés à ce moment dystopique de chaos, la guerre sans fin, la censure qui s'intensifie, la répression qui s'aggrave, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde occidental. Vous savez, ce n'est pas un hasard, ça ne sort pas de nulle part. Tout ça, ce sont des manifestations de ce conflit. Et comme je l'ai dit, c'est une guerre totale, donc ça touche absolument tout. Même vous voyez des organisations comme Black Lives Matter ou l'idéologie LGBT, tout ce qu'on vit aujourd'hui est lié à ça. Alors la chute de ce système, la chute de cette cabale, ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Absolument.
Alex Kramer, merci beaucoup pour cette conversation passionnante. J'apprécie vraiment vos analyses et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver à nouveau dans l'émission pour poursuivre cette discussion. Avec plaisir, Léna. Merci de m'avoir invité et je salue chaleureusement tous vos téléspectateurs. Merci.